Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Mastering AI, la chaîne qui vous aide en fait à progresser très rapidement en Python, mais aussi à comprendre le principe derrière des algos d'intelligence artificielle et qui vous accompagne en fait de tous ceux qui veulent se lancer dans la data et dans l'IA. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, ça veut dire que vous avez beaucoup appris. À présent, vous connaissez comment en fait on utilise Python, comment on utilise NumPy, Panda, Matplotlib. Et dans la dernière vidéo, vous avez vu comment analyser un jeu de données, tracer des graphiques, faire quelques analyses et quelques interprétations. Mais à partir de maintenant, ça va devenir un peu plus pratique, plus technique. On va commencer à réaliser des projets concrets en IA et vous aurez besoin en fait de tout ce que vous avez appris précédemment. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos, d'aller en fait jeter un coup d'œil et vous assurer que vous avez les prérequis pour pouvoir continuer avec nous. Alors cette vidéo un peu spéciale, on va présenter un outil qui sera vraiment le guide ultime. Il vous arrive souvent de vouloir démarrer un projet en IA, mais de ne pas du tout savoir comment commencer. Parce qu'il existe tellement de technologies. Là, il existe tellement d'algorithmes qu'on peut utiliser pour mener à bien un projet en IA. Tellement d'approches et chaque approche a une contrainte bien précise qu'on doit prendre en compte lors de la réalisation. Mais là, il vous faut un guide. Parce que vous ne pouvez pas tout tester. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une mind map qu'on a fait spécialement pour ça. Cette mind map détaille en fait pour chaque projet IA, chaque type de projet ou catégorie de projet intelligence artificielle, quel algorithme que vous devez utiliser pour mener à bien ce projet. Il y en a tellement, mais la liste est non exhaustive. C'est juste des algorithmes qui marchent vraiment en réalité. Et pour chaque algorithme, quelle technologie utiliser et quelles contraintes à prendre en compte. Là, c'est juste des points d'attention. Pareillement, elle est non exhaustive, la liste des contraintes, parce qu'il y en existe tellement, mais c'est vraiment des clés, des points à vraiment prendre en compte lorsque vous mettez en place tel ou tel algorithme. Alors, je vais vous détailler tout cela dans cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez ce contenu et afin de nous encourager aussi. Et aussi pour recevoir des prochaines notifications sur ce type de vidéo et sur des prochains projets IA qu'on va monter ensemble. Allez, let's go. Alors, lorsque je parlais en fait de la mind map qui va vous aider vraiment à démarrer très rapidement un projet en IA, je parlais de ça bien évidemment. Ça a pris beaucoup de temps pour pouvoir mettre cela en place. Il fallait vraiment réussir à identifier déjà les catégories de projets, identifier des approches, des algorithmes qu'on peut utiliser et à chaque algorithme en fait des contraintes en fait qui sont liées à celle-ci. Du coup, la mind map se présente déjà par ce titre-là. Vous voyez les 10 types de projets IA et les approches qu'on peut suivre pour mener à bien les projets. La deuxième section sont des types de projets. Voilà, projet de chatbot LLM, projet de prédiction de valeur, régression. Après, vous voyez là, projet de prédiction. Donc, c'est vraiment des types de projets. Et pour chaque type de projet, vous voyez là qu'on a une approche en fait à suivre. Donc, tout ce qui est en vert là, c'est vraiment pour chaque projet, pour chaque type de projet. Je propose en fait 2 algorithmes que vous pouvez en fait suivre pour mettre en place le projet. Et ensuite, pour chaque algorithme, il y a une liste de contraintes. C'est une liste qui est non exhaustive. Donc, pour chaque algorithme, on a une liste de contraintes à prendre en compte lors de la réalisation. Ça donne juste des points clés et après, vous pouvez à partir de ça faire des recherches plus approfondies sur Google. Chaque algorithme, les technologies qu'on peut utiliser pour mettre en place. Vous voyez là par exemple un projet de chatbot, du RAG, et là j'ai la liste des contraintes qui sont associées au RAG. Il a une liste en fait de technologies à utiliser pour mettre en place le projet. Là il parle par exemple de LensDB, de Python, de PostgreSQL et de Hugging Face pour tout ce qui est modèle ouvert. Donc vraiment c'est comme ça que la mind map se présente et en gros c'est pareil. Voilà, là j'ai 4 types de projets ici. Et après, j'ai des algorithmes à suivre pour chaque type de projet. Ensuite, des contraintes à prendre en compte lors de la réalisation, des technologies à utiliser. Et après, il y a l'industrialisation. L'industrialisation, c'est vraiment en fait, après avoir développé l'algorithme, il faut mettre cela sous forme de service pour pouvoir préparer au déploiement. Ça veut dire mettre dans une application Python en utilisant un framework tel que Django ou bien Fast API. Et après cela, il faut déployer. Là, je mets la containerisation et le déploiement. Ça veut dire vraiment impacter le projet dans Docker pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave. Plus loin, en fait, dans cette série, on va expliquer toute cette technologie-ci.
Il a AWS notamment, ou bien OVH Cloud, ou bien Azure. Là, c'est vraiment le service que vous voulez utiliser pour pouvoir déployer votre projet. C'est vraiment étape par étape, projet, catégorie de projet, algorithme que vous voulez en fait utiliser, les contraintes liées à chaque algorithme, et là ensuite les technologies à utiliser, les frameworks, les deux vraiment les plus utilisés de nos jours pour mettre vos algorithmes sous forme d'application, notamment Django ou bien FastAPI, et les plateformes sur lesquelles vous souhaitez déployer votre projet. Là, on va essayer de faire le tour étape par étape des types de projets, des algorithmes. On va juste énoncer. Le but de la vidéo n'est pas vraiment d'entrer en détail sur chacun des algorithmes. On le fera plus tard dans les prochaines vidéos. C'est vraiment en fait d'énoncer les types d'algorithmes, regarder vite fait quelques contraintes à prendre en compte, parler rapidement des technologies à utiliser et de l'industrialisation et ensuite du déploiement. Et après, je vais partager la mind map pour que vous puissiez la voir aussi de votre côté. Lors des prochaines vidéos, lorsqu'on va vouloir faire ou réaliser des projets, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil dessus. Le but n'est pas vraiment de retenir d'un seul coup toute la mind map. Ça sera vraiment lorsque vous avez un projet, regardez vite fait la catégorie dans laquelle le projet se trouve. Et après cela, continuez de descendre en fait dans l'arbre pour pouvoir regarder l'approche à mettre en place. Donc, parlant des types de projets, nous avons là déjà un projet de chatbot. C'est vraiment ce qui est le plus demandé, ce qui est le plus demandé ou bien le plus réalisé ces derniers temps. Vous savez, avec la venue de ChatGPT, il y a vraiment de plus en plus de projets qui est lié en fait au chatbot. Là, j'ai pris un exemple de projet, un assistant client pour une banque. Ça peut être un chatbot personnel que vous voulez mettre en place. Le deuxième, j'ai pris c'est un projet de prédiction de valeur. J'ai mis une régression parce que là, on cherche à prédire vraiment une valeur future. J'ai pris un exemple de la prédiction du prix immobilier. Et imaginez que vous avez dans un quartier, vous voulez en fait prédire en fonction de certaines caractéristiques comme la population, le niveau de vie. Vous voulez en fait prédire le prix que peut avoir l'immobilier. Là, c'est vraiment une valeur, c'est un prix. Donc là, on parle plus de la régression. Là, c'est un projet de régression toujours, mais de valeur temporelle. Là, on parle de séries temporelles. Par exemple, lorsqu'on prédit de la météo, quel temps il fera demain. Là, j'ai aussi pris un exemple qui est la prévision de la demande en énergie, par exemple, dans un quartier. Par exemple, on peut peut-être estimer à quel moment en fait, de la journée, par exemple, l'énergie est plus demandée. Là, ça dépend vraiment du temps. On parle de séries temporelles là. Là, je parle ici d'un projet de classification. Un exemple, ça peut être la détection des mails spam et non spam. On va vraiment classer deux valeurs. Là, c'est deux catégories, mais il peut y avoir en fait plusieurs catégories. Ça peut être un projet où vous voulez par exemple classer des chats, des chiens, des lions. Donc, c'est vraiment là, ce sera 3 classes. Vous comprenez, il peut y avoir plusieurs classes. Là, c'est un projet d'optimisation par contrainte. Là, j'ai pris un exemple, optimisation des horaires de livraison. Ici, de déterminer par exemple l'itinéraire en fait le plus proche. Ça peut aussi être un projet de remplissage sac à dos. Ça veut dire, imaginons, on veut peut-être remplir, c'est pas un camion en respectant certaines caractéristiques comme la grandeur du camion, le volume du camion, sa capacité et tout. Là, on parle vraiment des projets d'optimisation. On veut optimiser en fait un espace. Là, je parle d'un projet de clustering. Le clustering, c'est aussi un algorithme non supervisé d'intelligence artificielle. Un exemple, c'est la segmentation des clients. Là, on a certaines caractéristiques sur les clients, les fréquences d'achat, le type de client. Et on va en fait sortir des groupes au sein de nos clients pour pouvoir voir en fait les différents clusters. Du coup, là, c'est vraiment un projet de clustering. Donc, vous pouvez avoir un projet qui se rapproche d'un projet de segmentation, par exemple. Et donc, vous savez que c'est un projet de clustering. Et donc, ça va dans cette catégorie-là. Et du coup, si je reviens là, un projet de vision par ordinateur. Vous voyez un exemple là, une classification d'image. Lorsqu'on traite déjà de l'image, des pixels, on parle déjà de vision. Ça peut être un projet de reconnaissance faciale, ça peut être une OCR, la reconnaissance en fait d'écriture peut-être manuscrite ou bien d'écriture sur un PDF. Donc tout ce qui concerne vraiment le traitement de l'image. Là, on parle de projet de vision. Là, c'est un projet de traitement automatique du langage naturel. Et là, en l'occurrence, j'ai pris un projet d'analyse de sentiment des avis. Imaginez, vous avez un projet, vous avez une plateforme d'avis
et vous voulez en fait à chaque fois qu'un avis est posé, identifier quel sentiment en fait ressort de cet avis-là. Est-ce que la personne a plutôt mis des caractères en fait négatifs, des mots négatifs à l'intérieur? Est-ce que c'est plutôt positif, c'est plutôt des bons avis? Donc là, vraiment, on parle d'un projet du traitement du langage naturel, du NLP. Ici, c'est un projet de recommandation. Là, j'ai pris un exemple, un système de recommandation pour un site de e-commerce. Par exemple, en fonction des articles qu'a acheté un utilisateur, proposer des autres articles. Ça peut être dans un magasin, en fait, lorsque certains clients achètent tel ou tel produit, essayer de prédire quel prochain produit va en fait acheter et ayant acheté les autres produits. En fait, certains supermarchés utilisent souvent ce type d'algorithme pour pouvoir organiser des produits dans des rayons. Et là, pour finir, le dernier projet, c'est un projet de détection d'anomalies. Là, j'ai pris une détection de fraude bancaire. Ça peut être l'identification, par exemple, des transactions dans une banque et voir ce qui sort en fait de la normale, quoi, pour essayer d'identifier s'il peut s'agir d'une fraude ou pas. Donc là, c'est vraiment des 10 projets qui, à mon sens, les plus utilisés, les plus communs de nos jours et qu'on essaie de mettre en place là dans cette mind map. Donc l'idée c'est que lorsque vous avez un nouveau projet, identifiez très rapidement la catégorie dans laquelle en fait le projet se trouve pour pouvoir dérouler dans l'arbre. Donc maintenant je vais vous présenter les contraintes liées à chaque algorithme en fonction du type de projet. Comme je vous ai dit, le but n'est pas vraiment d'entrer en profondeur dans chaque algorithme parce que le moment va venir. On va en fait dans les prochaines vidéos réaliser des projets concrets en utilisant presque tous ces algorithmes là. Donc c'est vraiment énoncer rapidement quelques contraintes en fonction du type de projet. On va commencer par exemple par le projet en fait de chatbot. Lorsqu'on parle de chatbot là, il y a deux approches qu'on peut normalement suivre. La première approche, c'est faire ce qu'on appelle un RAG, un Retrieval Augmented Data Generation. C'est vraiment mettre en place dans une base de données des documents et après lorsque l'utilisateur va poser des questions, faire des calculs de similarité en fait entre des vecteurs pour pouvoir retirer dans la base de données des documents significatifs et répondre à l'utilisateur en conséquence. Donc vous voyez rapidement là, il y a des contraintes à prendre en compte, c'est que lorsqu'on fait un RAG, il faut maintenir la base de données. Puisque les données sont en interne et à chaque fois il faut convertir ces données en vecteurs. Et lorsqu'il y a de nouvelles informations, il faut actualiser cette base de données là. Donc il faut maintenir la base de données au fur et à mesure. Nous avons un double traitement parce que lorsque l'utilisateur pose sa question, il faut aller déjà récupérer tous les documents significatifs dans notre base de données et ensuite préparer la génération du texte. Donc cela peut prendre plus de temps à répondre. Et nous avons une troisième contrainte qui est la capacité de stockage parce que plus il y a de l'information, plus on doit stocker au fur et à mesure. Donc lorsqu'on parle du RAG, il y a ça qu'on doit prendre en compte. Après, la deuxième approche, lorsqu'on veut mettre en place un projet de chatbot, c'est le fine-tuning. Le fine-tuning, sans vraiment entrer en profondeur, c'est le fait de réapprendre un modèle qui a déjà été entraîné, mais sur nos propres données. Donc là, vous comprenez avec moi que puisqu'il faut apprendre à nouveau le modèle, il y a une consommation de ressources significative qu'il faut prévoir, même aussi durant l'inférence, ça veut dire la prédiction. On a besoin d'une grande quantité de données parce que pour réapprendre un modèle, pour fine-tuner un modèle, il faut une grande quantité d'informations. Et ce que je vais faire avant de passer à la prochaine catégorie de projet, c'est regarder une fois directement les technologies à utiliser lorsqu'on parle du RAG par exemple. Là, on parle de LensDB. Là, j'ai cité LensDB par exemple, c'est un exemple de base de données vectorielle parce que lorsqu'on fait du RAG, on stocke des vecteurs. Et pour stocker ces vecteurs, on peut utiliser des systèmes comme LensDB et même PostgreSQL avec une extension pgvector pour pouvoir les stocker. Et là aussi, j'ai cité Hugging Face pour tout ce qui est génération, parce que ça dépend vraiment de vous. Soit vous utilisez des modèles ouverts sur Hugging Face, ou bien vous utilisez des modèles comme OpenAI pour faire par exemple de la génération ou bien du calcul des embeddings. Quand je dis les embeddings, c'est vraiment en fait des vecteurs. Donc vous pouvez utiliser OpenAI si vous n'avez pas de problème à envoyer vos données en fait sur le serveur, ou bien si vous avez ce problème là, vous pouvez choisir un modèle de langage ouvert sur Hugging Face pour faire cela. Pareil, lorsqu'on parle du fine-tuning, il y a des frameworks tels que PyTorch et TensorFlow pour pouvoir faire développer des réseaux de neurones et des transformers aussi pour pouvoir télécharger des modèles ouverts sur Hugging Face pour pouvoir faire cela. Mais notez bien que cette approche demande énormément de ressources, demande des machines dotées de GPU. Ensuite, on va aller sur le deuxième type de projet qui est dans ce cas
la régression, une prédiction de valeur. Et dans ce cas, on a trois approches qu'on peut suivre. La première, c'est un algorithme de régression linéaire. Tout simple, hein. Là, on a des contraintes associées. Le modèle, en fait, suppose que les relations sont linéaires. Ça veut dire que lorsque, en fait, on a une relation complexe, on peut entre des caractéristiques, le modèle devient moins efficace. Vous voyez, là, on met efficace vraiment pour des données qui sont simples. Là, on a des arbres de décision qui sont un peu plus sophistiqués dans ce genre de cas. Nous avons des contraintes sur le paramétrage parce que les résultats dépendent fortement des paramètres. Il faut bien paramétrer pour avoir des bons résultats. Là, j'ai mis les données plus larges, en fait. C'est plus efficace lorsqu'on a une grande quantité de données. Vous voyez là, j'ai une troisième flèche qui vient juste de là, comme ça. Et si on la suit, on voit qu'on tombe sur quoi? Sur des réseaux de neurones. Et oui, il est possible de mettre en place un algorithme de prédiction de valeur avec, en utilisant des réseaux de neurones, hein, tout comme des couches là, construire vraiment son réseau de neurones de pas à pas avec des bibliothèques telles que PyTorch. Donc, du coup, pour chaque méthode, on a vraiment des contraintes associées. Et vous voyez que pour les réseaux de neurones, ça sera un peu pareil. Ressources computationnelles, parce que là, on parle vraiment déjà du deep learning, un apprentissage des paramètres. Donc, non seulement il faut des ressources computationnelles en fait élevées, ça veut dire des machines qui disposent des GPU, des TPU. Et là, en fait, on a aussi besoin d'une grande quantité d'informations. Et pour cela, on utilise les librairies telles que PyTorch, TensorFlow pour des réseaux de neurones. Et pour tout ce qui est arbre de décision, vous voyez là qu'on peut toujours faire en fait la PyTorch, justement pour faire des réseaux de neurones, mais aussi scikit-learn. Scikit-learn, c'est vraiment une bibliothèque qui rassemble tous les algorithmes de machine learning, que ce soit de la régression, la classification et bien d'autres algorithmes sont dans cette simple bibliothèque-là. Donc on peut utiliser cela pour pouvoir mettre des algorithmes de régression linéaire et des arbres de décision. À la suite, parle des prédictions à valeur temporelle. Et les deux algorithmes souvent qui sont les plus utilisés, c'est vraiment ARIMA d'un côté et Prophet de l'autre côté. ARIMA, les contraintes associées à ça, c'est que l'algorithme nécessite que la série soit stationnaire. Donc non seulement ça ne gère pas aussi la saisonnalité, ça veut dire si vous voulez prédire en fait le pourcentage de remplissage par exemple des transports en commun, s'il y a peut-être des heures spécifiques auxquelles les transports sont plus remplis, ARIMA a du mal souvent à détecter ça. Par exemple, en ce qui concerne des jours fériés où les transports souvent sont peut-être moins remplis, ces genres de paramètres sont difficiles à intégrer dans ARIMA. Et il y a aussi, c'est nécessaire pour des prédictions à court terme. Donc c'est l'idéal, par exemple, si on veut prédire la météo de demain à chaque fois. Donc c'est peut-être l'idéal. Nous avons Prophet qui est aussi un algorithme qui est développé par Facebook et qui permet en fait de combler en fait quelques lacunes de ARIMA. Ça a une aussi robustesse sur des anomalies, ça veut dire qu'il y a vraiment des valeurs qui sortent vraiment de la réalité. Et pour réaliser cela, nous avons la librairie StatModel qui regroupe ces algorithmes-là. Nous avons aussi également Panda pour pouvoir vraiment traiter notre dataset, notre jeu de données, parce qu'en ce qui concerne les séries temporelles, l'essentiel vraiment c'est de bien traiter son jeu de données. La façon dont vous disposez des données, c'est la clé pour pouvoir réussir un projet de série temporelle. Et nous avons aussi également les librairies comme LightGBM ou bien Prophet pour pouvoir mettre en place cet algorithme-là. Là, j'entame sur des projets de classification, comme on a pris un exemple là, détection de mail spam et non spam. Et généralement, les algorithmes qui marchent, nous avons des réseaux de neurones. Voilà, la première flèche là vient, ça tombe sur les réseaux de neurones. Nous avons également une deuxième flèche qui est sur les machines à vecteurs de support, on appelle les SVM, qui marchent vraiment aussi en réalité. Et nous avons là une troisième flèche, si on la suit, vous voyez que ça tombe sur ça, les arbres de décision, la troisième flèche là. Les arbres de décision vraiment sont très utilisés sur des projets de classification tels que le XGBoost, des Random Forest. Ce sont vraiment des algorithmes qui sont très utilisés lorsqu'on veut mettre en place de la classification. Et pour chaque algorithme, il y a notamment des contraintes. On a déjà vu des contraintes sur des réseaux de neurones, également sur des arbres de décision. Vous voyez là les contraintes sur les arbres de décision. Si je reviens de là, il y a le paramétrage. Parce que les arbres de décision, il y a des paramètres, il y a des hyperparamètres, des valeurs en fait qu'il faut mettre en dur pour pouvoir augmenter les capacités, la robustesse de l'algorithme en question. Donc les résultats qu'on obtient à la fin dépendent fortement de ces paramètres-là. Et du coup, il faut aussi une large quantité de données.
On a déjà aussi vu des contraintes liées au réseau de neurones, notamment les ressources computationnelles qui doivent être élevées et aussi la quantité de données. Les machines à vecteurs de support sont vraiment sensibles aux données qui sont bruitées. Ça veut dire lorsqu'on a en fait des valeurs qui sortent de la normale, parce que le SVM se base beaucoup sur la notion de distance pour pouvoir faire son classement ou bien sa séparation de plans. On a aussi une nécessité de scaler les données. Ça veut dire soit normaliser ou bien standardiser les données, mais que dans un intervalle en fait commun pour pouvoir en fait obtenir de meilleures performances. On peut utiliser Scikit-learn. Comme j'ai dit, Scikit-learn regroupe en fait vraiment la majorité des algorithmes de machine learning classiques. La prochaine étape là, c'est les projets d'optimisation par contrainte. Là, il y en a 3 catégories. Les algorithmes génétiques, des programmations linéaires et aussi des problèmes de type sac à dos. Là, les algorithmes génétiques, c'est vraiment en fait inspiré de sélection naturelle des variables. Ça permet vraiment de résoudre des problèmes d'optimisation par contrainte. C'est couramment utilisé pour des projets où on veut maximiser ou minimiser avec des contraintes. Là, on n'a pas de garantie d'optimalité lorsqu'on utilise ce type d'algorithme-là. C'est aussi utilisé lorsque des fonctions objectives, ça veut dire la fonction qu'on cherche à maximiser ou bien minimiser doit en fait être vraiment complexe pour qu'on se penche sur ce type d'algorithme génétique. Dans le cas où des fonctions objectives sont plus simples, on peut utiliser facilement une programmation linéaire. Donc, voilà, les fonctions d'objectifs et des contraintes doivent être linéaires. Et aussi, il y a une convexité, ça veut dire qu'on est assuré qu'on va trouver une seule solution unique. Donc, le problème doit être convexe. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas exactement quelques mots-clés. Lors de la réalisation des projets en fait, d'optimisation, on va vraiment en fait, entrer plus en profondeur sur le détail, sur comment fonctionne exactement ce type d'algorithme-là. Là, on a aussi les problèmes de sac à dos. Lorsqu'on veut vraiment maximiser en fait, le remplissage d'un sac en se basant sur certains types de contraintes. Imaginez là, on veut peut-être mettre à l'intérieur d'un sac certains éléments et à chaque sans dépasser toutefois le volume du sac. C'est en gros ça le problème de sac à dos. On a une binarité des choix comme contrainte. Chaque élément est soit inclus, soit exclu. Donc lorsqu'on veut rajouter un élément dans le sac à dos, soit il peut entrer, soit il ne peut pas entrer. Donc c'est vraiment strict. Et aussi, c'est aussi un problème qui est très complexe et qui peut être coûteux en calcul si on a énormément de données. Donc imaginez par exemple qu'on veut utiliser peut-être un problème de sac à dos pour pouvoir remplir un camion avec peut-être des marchandises et tout. Vous voyez que là, on va mettre des marchandises. Mais avant de mettre, il faut vérifier à chaque fois si la marchandise qu'on veut rajouter peut bien entrer. C'est vraiment ça le type de problème ou bien d'algorithme de sac à dos. Parce qu'on veut vraiment maximiser le remplissage, par exemple, de notre espace en tenant compte des contraintes. Comme par exemple, ça ne doit pas dépasser un certain nombre de volumes, ça ne doit pas dépasser peut-être une taille, etc. Et pour développer ce type d'algorithme, nous avons là quelques outils comme Spicy. Il y a Julia aussi qui est très utilisé pour des problèmes d'optimisation, surtout par contrainte. Et il y a aussi des outils comme Google Oret Tools qui est très utilisé pour pouvoir développer des algorithmes type sac à dos. Après cela, on parle des projets de clustering. Imaginez là, on veut segmenter notre clientèle. On a plusieurs algorithmes, mais les algorithmes de K-means, DBScan et du clustering hiérarchique qui est un peu comme une sorte de K-means. À chaque fois, on a des valeurs, nombre de clusters doit être fixé à l'avance. Ça veut dire que vous voulez segmenter votre clientèle, mais vous devez fixer à l'avance que je vais segmenter en 3, 4. Or, ça peut être 10 clients. Donc là, on a cette contrainte-là de pouvoir bien choisir le nombre de clusters ou bien le nombre de groupes qu'on veut former à la fin. Là aussi, on a une sensibilité aux valeurs extrêmes. C'est normal comme tous les algorithmes qui se basent sur des notions de distance. Il y a toujours une sensibilité là aux valeurs extrêmes. La densité constante, le DBScan a une contrainte de densité constante. Donc l'algorithme suppose que tous les clusters ont une densité similaire. Donc vous voulez en fait faire des regroupements de clientèle, mais vous supposez à la base, en fait, vous allez avoir un a priori que tous les groupes qui seront formés auront à peu près le même nombre en fait d'individus, la même population à l'intérieur. Vous voyez que là c'est déjà en fait une contrainte qui ne doit pas être négligée. Et là aussi on a des algorithmes de clustering hiérarchique. C'est très coûteux en calcul, c'est une sorte de K-means, sauf qu'il y a plusieurs groupes qui sont formés sous forme d'arbre. Il y a aussi une définition de la distance en fait, parce que là ça se base sur la distance. Déjà, il faut définir quel type de distance c'est, parce que vous savez qu'on a plusieurs distances. Ça peut être une distance euclidienne, une distance de Manhattan. Donc il faut déjà définir quel type de distance doit être appliqué. Et pour
faire ce type de projet, des projets type clustering, on peut simplement utiliser scikit-learn. À chaque fois, normalement, scikit-learn, on trouve en fait tous ces trois algorithmes ici, que ce soit dbscan ou bien k-means ou bien encore du clustering hiérarchique. Après cela, on va aller sur d'autres catégories de projets. Nous avons les projets de vision par ordinateur. Donc là, j'ai expliqué en fait en quoi ça consiste vraiment. Et les deux algorithmes qui sont souvent utilisés dans ce cas, c'est soit des réseaux de neurones. Bon, ça dépend du type de projet déjà. Ça peut être des réseaux de neurones pour tout ce qui est les projets de classification. Imaginez, vous voulez en fait détecter sur une image des chiens ou des chats. Donc là, on va pencher sur des réseaux de neurones convolutifs, les CNN. Et il y a une contrainte, et lorsqu'on parle de réseaux de neurones, on parle forcément de coûts computationnels, encore une fois de plus, des GPU, des TPU. Il y a aussi une dépendance à la taille des données. On doit avoir une énorme quantité de données pour que l'algorithme soit efficace. Ici, la deuxième catégorie, en fait, c'était des projets notamment de détection d'objets. Et du coup, on va utiliser des algorithmes comme YOLO ou bien FastRCNN. Et pareil, nous avons des contraintes associées à cela, donc une précision moindre sur des petits objets. En fait, lorsqu'on utilise par exemple le YOLO, c'est moins efficace lorsque les objets sont très petits et une détection vraiment très approximative. Et pour faire cela, on utilise des librairies telles que PyTorch. Toujours lorsqu'on parle de réseau de neurones, c'est généralement PyTorch ou bien TensorFlow. Je pourrais rajouter cela. Et généralement, lorsqu'on parle de détection d'objets, on parle justement d'utiliser la librairie OpenCV. Ensuite, là, on va aller sur des projets type traitement du langage naturel. Là, on a pris un exemple sur l'analyse des sentiments pour des avis, par exemple, clients. Et là, on a fait de la classification. Ça peut aussi être le même projet de classification qu'on a vu tout en bas. Ça veut dire détecter si les mails sont spam ou bien non spam. Du coup, on a généralement deux approches. Une approche basée sur des transformers, en fait, en prenant des modèles tels que BERT, GPT, disponibles notamment sur Hugging Face. On a aussi des méthodes word embeddings avec des algorithmes tels que Word2Vec ou bien Glove. En fait, ces algorithmes permettent de représenter des mots en vecteur, de telle sorte que des mots qui sont proches dans l'espace du langage, tels que chien et chat, ont une représentation vectorielle dont la distance est aussi très proche. Ça veut dire que lorsqu'on prend peut-être chat, on représente un vecteur en utilisant cet algorithme-là. Et lorsqu'on prend le chien, on représente aussi le mot chien en vecteur en utilisant cela. Les vecteurs générés, si on calcule une distance entre ces deux vecteurs, ces deux vecteurs seront en fait proches. Donc, c'est ce type d'algorithme qui sont utilisés là. Mais en fait, il y a aussi des contraintes à prendre en compte. C'est l'ignorance du contexte. Puisque c'est vraiment des mots qui sont représentés en vecteur. Du coup, ça n'arrive pas vraiment à capturer le sens en fait de toute une phrase. Tu vois, et aussi, les embeddings qui sont générés, les vecteurs générés sont aussi statiques, sont fixés après l'entraînement et ne s'adaptent pas. Les modèles comme Transformers sont vraiment plus efficaces, mais une fois de plus, lorsqu'on se base vraiment sur des réseaux de neurones, et dans ce cas, des réseaux de neurones vraiment complexes, avec des millions de paramètres, il y a un coût computationnel qui est énorme et une dépendance aussi à la taille des données. Donc, il faut énormément de données pour pouvoir en fait entraîner ou bien fine-tuner ce genre de modèle. Si on veut utiliser des algorithmes tels que Word2Vec, là, il y a Specie qui est très utilisé, et aussi NLTK, permet aussi d'utiliser cela, et aussi avec des scripts Python. Mais sont aussi des modèles en fait tels que des Transformers. On peut utiliser PyTorch et notamment Hugging Face pour pouvoir en fait télécharger ces modèles là si on veut les fine-tuner et adapter en fait à notre propre jeu de données. Ensuite, on va passer à la prochaine catégorie qui est des projets de recommandation. Là, les systèmes de recommandation tels que YouTube, lorsqu'on vous venez sur YouTube, il y a vraiment un algorithme qui se passe derrière pour pouvoir vous recommander des vidéos pertinentes. Donc là, j'ai pris un exemple de système de recommandation pour un site de e-commerce, c'est à peu près pareil. Et là, on a généralement deux approches à suivre. Soit une approche de filtrage collaboratif ou bien une approche en fait basée sur du contenu. En prenant pour exemple le projet de e-commerce, de recommandation pour un site de e-commerce là, si vous utilisez un algorithme de filtrage collaboratif, c'est en fait le fait de recommander des articles à un utilisateur en se basant en fait sur des points en commun qu'il a avec les autres utilisateurs. Donc si moi par exemple j'achète par exemple un tel type de chaussures et qu'un nouvel utilisateur arrive sur la plateforme, et si nous on a des points en commun, ça veut dire qu'il peut
peut-être en fait aimer une chaussure. C'est vraiment ça en fait l'algorithme de filtrage collaboratif. Ça se base vraiment sur des points en commun entre les utilisateurs et aussi entre même des articles pour pouvoir faire des recommandations. Et là, on a des contraintes associées lorsque vous choisissez ce type d'algorithme-là. C'est déjà, il est difficile de recommander les éléments pour des nouveaux utilisateurs. Par exemple, si j'arrive premièrement sur la plateforme, étant donné que je n'ai pas encore vraiment eu d'interaction, on ne sait pas vraiment ce que je peux aimer et du coup ce que les autres utilisateurs peuvent aimer. Donc, c'est un peu difficile de recommander. Il est aussi difficile de recommander les nouveaux éléments parce que ce n'est pas encore noté. En fait, parce que si moi j'arrive sur un site de e-commerce, le fait que je note tel élément, ça prouve en fait que je l'aime ou que peut-être je ne l'aime pas. Et si un utilisateur qui est semblable, on a les mêmes caractéristiques, il arrive sur la plateforme, on peut facilement recommander un article spécifique parce que j'aime justement cet article-là. Et puisque ce n'est pas encore noté, un nouveau élément n'est pas encore noté, il est difficile de faire une recommandation. Et du coup, c'est un peu ça, les deux contraintes qu'il faut prendre en compte. Là, on a une deuxième approche qui est vraiment un algorithme basé sur le contenu. Par exemple, les KNN, c'est vraiment le contenu, vous avez dit, des caractéristiques même du film. C'est une approche en fait de machine learning. Ça peut être une approche de machine learning classique. Et là, il est aussi difficile de recommander des éléments pour des nouveaux utilisateurs. Et c'est à peu près normal, même les algorithmes de YouTube. Si vous voulez vous faire une expérience, lorsque vous ouvrez YouTube en navigation privée, il ne sait pas quoi vous recommander. C'est en fonction de ce que vous allez cliquer. Et c'est là que l'algorithme va commencer à se mettre en marche. Mais directement, lorsque vous arrivez pour la première fois, généralement, on vous recommande en fait des vidéos, par exemple, les plus vues. Et c'est exactement ce qu'on peut faire pour un site de e-commerce. On vous recommande en fait des articles les plus achetés. La deuxième contrainte, c'est qu'il y a une limitation aux caractéristiques. Donc, en fait, il se base uniquement vraiment sur les caractéristiques du film en question pour pouvoir recommander. Donc, il n'y a pas vraiment ce concept de collaboration, genre vraiment d'interaction entre les utilisateurs. Donc, c'est un peu différent de cette approche-ci de filtrage collaboratif. Et du coup, lorsqu'on veut faire ce type d'algorithme, on peut utiliser scikit-learn et Python. Et pour finir, on a la dernière catégorie qui est un projet de détection d'anomalies. Là, on a pris un exemple sur une détection de fraude bancaire. Généralement, on a deux approches qui, à mon sens, ce sont vraiment les algorithmes qui marchent dans la vie réelle, c'est à tester. On a le One Class SVM, c'est vraiment une variante du SVM qui apprend en fait une frontière dans un espace de données. Il permet vraiment de détecter des données, des points qui sortent du lot. Donc ça permet vraiment de détecter des anomalies. Nous avons une dépendance à la normalisation ou à la standardisation. C'est exactement ce qu'on a vu tout en bas lorsqu'on parlait du SVM. Il y a une nécessité de scale les données, donc de ramener toutes ces données dans un même intervalle pour pouvoir facilement les traiter, parce que ça utilise notamment des notions de distance. Donc il doit pas avoir un écart en fait entre les données. Ils sont aussi sensibles en fait au bruit, des données qui sortent vraiment du lot. Et dans le cas d'une détection de fraude bancaire, ça peut être vraiment un problème parce que la détection d'anomalies, c'est justement ça. On veut détecter des valeurs qui sortent vraiment du lot. Et si l'algorithme en elle-même en fait est sensible au bruit, aux valeurs peut-être extrêmes, ça peut être compliqué. Et là, le deuxième choix, on a ce type de projet-là, c'est le Isolation Forest qui se base vraiment sur un découpage récursif. En fait, il part du principe que des anomalies sont plus faciles en fait à isoler que des points normaux. Donc du coup, vous voyez là, je suppose là que les anomalies sont rares. Et aussi, il y a une contrainte sur des paramètres. Les performances dépendent énormément des paramètres. Tout comme les arbres de décision, et comme on a vu tout en bas, il y a toujours des paramètres là, comme par exemple le nombre d'arbres, où est-ce que l'algorithme doit s'arrêter. Du coup, les performances dépendent énormément de ces paramètres, qui est peut-être le nombre d'arbres de notre algorithme. Et pour développer cela, scikit-learn, comme je vous ai dit, la majorité des algorithmes de machine learning se font au travers de scikit-learn. Il y a aussi Python pour pouvoir en fait mettre en place des algorithmes tels que le One Class SVM, et également aussi scikit-learn. Et là, on a après tout vu sur les types de projets, les contraintes à prendre en compte en fonction des différents algorithmes. Et on va passer sur l'industrialisation. Comme je vous ai dit, lorsqu'on a développé des projets là, des algorithmes en utilisant peut-être du filtrage collaboratif ou bien de l'isolation forest ou bien en fait même des réseaux de neurones, en fait tout ça, ça ne sert à rien si ça reste uniquement dans votre notebook ou bien dans votre fichier Python quoi. Il faut mettre sous forme de service. Généralement, quand on développe un projet, si vous voulez peut-être développer un projet je vais prendre le cas d'un projet de recommandation pour votre site de e-commerce.
Après, il faut bien mettre cela sous forme de service. Lorsque vous avez des articles, vous souhaitez recommander ces articles à des utilisateurs qui sont connectés sur votre application. Mais comment faire? C'est là qu'on entre dans la phase d'industrialisation. Il faut créer une API, mettre votre algorithme sous forme de service qui va peut-être prendre en entrée un utilisateur et recommander en fait un article en fonction de ses caractéristiques. Donc pour cela, les deux les plus populaires en Python, c'est Django et FastAPI. Donc ça dépend vraiment de vous et de vos préférences. Django, c'est un outil qui est vraiment plus complet. Il a son ORM vraiment déjà intégré. FastAPI, c'est vraiment plus simple à utiliser. C'est vrai qu'il n'a pas son ORM, il faut utiliser notamment SQL Alchemy pour collaborer avec. Mais les deux outils font l'affaire. Et après avoir mis sous forme de service, il faut bien sûr déployer cela pour que votre application même puisse en fait l'utiliser. Et pour cela, il faut déjà penser à la containerisation avec Docker. Ça veut dire impacter vraiment votre application pour qu'il puisse être facilement déployable sur n'importe quel système. Et Kubernetes en fait facilite en fait l'écriture des scripts de déploiement en fait dans les conteneurs. Vous avez notamment AWS que vous pouvez utiliser pour pouvoir déployer. Et vous avez OVH Cloud, vous avez Azure. Ça dépend vraiment de vous. Il y a d'autres, vous pouvez louer un serveur dédié, votre propre serveur. Vous pouvez faire tellement de, il y a tellement d'options quoi pour pouvoir déployer votre système. Donc là, en fait, on a à peu près tout parcouru exactement ce qu'il vous faut. Là, je vais partager également cela pour que vous puissiez en fait regarder par vous-même et voir ce qui correspond le plus à votre projet. Bon, n'hésitez pas en fait à poser en commentaire si vous avez des problèmes ou bien si vous avez des difficultés à comprendre une notion bien précise dans ce graphe. C'est avec joie qu'on va vous répondre dès que possible. Alors, je vous remercie d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à présent, vous êtes armés pour pouvoir démarrer très rapidement un projet IA. Quand je dis très rapidement, je parle notamment du choix de l'algorithme en fonction de votre projet. Il suffit juste de trouver dans quelle case votre projet en fait appartient. Ensuite, choisir des technologies et en fonction des contraintes aussi qu'on a vues tout ensemble. Dans les prochaines semaines, on va réaliser ces projets un à un. On va prendre des projets dans chaque catégorie. On va essayer de les réaliser ensemble de bout en bout, histoire de vous montrer concrètement comment ça se passe. N'hésitez pas à lâcher un pouce si vous avez aimé le contenu, à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer des prochaines vidéos. Car les prochaines fois seront un peu plus techniques. Ça sera vraiment des projets concrets pour vous apprendre en fait à démarrer des projets IA et à les mettre en place de façon efficace. À la prochaine.